Un truc que j'aime beaucoup au Japon, là, ils ont leur, machine, de distribution de boissons. Il y en a, tous les 3 mètres à peu près dans la rue et ils ont énormément de thé froid. J'aime vraiment beaucoup ça. Salut Maillot! Salut Daoro. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu d'intelligence artificielle parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, la dernière fois. Mmh. Avant, est-ce qu'on boit du thé pas artificiel, lui? Alors du thé pas artificiel en effet, en plus il est bio, je viens de réaliser, regarde sur le paquet. J'avais même pas réalisé avant, tiens. Qu'est-ce que tu bois? Donc moi je bois un Meryoku qui vient de Kagoshima au Japon. Et le Meryoku c'est un cultivar de thé. Et il est assez intéressant parce qu'il a à la fois des notes assez végétales mais un côté floral plutôt doux. Et en même temps il est astringent sans être amer. Ouais, assez intéressant. Une balance que j'aime assez. Il y a vraiment un côté très doux, rond, mais un peu d'astringence qui fait que ça reste en bouche ensuite. C'est un thé, plutôt vert ou plutôt noir? C'est un sencha en fait. La plupart du temps, le Meryoku est utilisé pour faire un sencha, ouais. Sencha, c'est justement ce que je bois moi. C'est un sencha qui a pas de nom, alors, j'ai un gros paquet rempli de feuilles qui sont pas de très, très haute, qualité dans le sens qu'elles sont, beaucoup cassées, quoi. C'est vraiment du sencha de tous les jours où tu peux t'en faire, des quantités, larges, sans problème. Il coûtait pas trop cher non plus et bah, il va bien. Alors, tu notais de l'astringence dans ton Merriot-Coup, moi, c'est exactement ce qu'il a celui-là. Il a quand même, relativement, râpeux, qui m'assèche la bouche un peu par après, mais c'est une petite sensation que j'aime bien. Ça te donne envie d'en reprendre un petit peu plus à chaque fois. Je le décris comme ça où ça a pas l'air d'être cool, mais en fait si, c'est le petit côté un petit peu additif, après en termes de goût, il a pas de finesse particulière, c'est juste que tu peux en boire, effectivement tous les jours normalement, sans souci. C'est pas mauvais, mais il y a rien d'exceptionnel. Ok. Comme on a dit au tout début, on va reparler d'intelligence artificielle. On avait fait un épisode il y a un peu plus d'un an et demi. 3 mois après cet épisode, on avait déjà dit il s'est passé 1 milliard de choses, il faudrait qu'on en refasse un. Évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées assez impressionnantes, mais en même temps, depuis ces derniers 6 mois, quelque chose comme ça, il y a aussi une fatigue, j'ai l'impression, du point de vue du consommateur, de tous les IA absolument partout. Il y a des gens qui sont en train de dire on est en plein dans la phase où les investisseurs veulent récupérer leur argent, donc ça a l'air, la bulle des IA va peut-être exploser bientôt. Tout ça a fait qu'on s'est dit bon allez, reparlons-en et on va voir où ça nous mène. Dans l'épisode précédent, on s'était quand même beaucoup focalisé sur les IA génératives d'images, parce que c'est ce qui cristallisait un peu à l'époque les réactions impressionnées du public. Mais aussi, ça cristallisait énormément de peur, sur, la disparition de métiers visuels et cetera. Ce qui s'est plutôt passé après, c'est l'émergence des IA basées sur du texte. Je m'y imaginais pas à l'époque, quand on avait fait l'épisode sur ces générateurs d'images, que ce soit les trucs textuels qui prennent autant de place, quoi. Principalement un chat GPT que tout le monde connaît, je pense, ou en tout cas tout le monde a entendu parler. Toi, t'as pas trop utilisé, moi j'ai un peu essayé, mais la plupart du temps, en fait, je trouve que c'est plus long d'utiliser l'outil. Il y a clairement énormément d'avancées autour de ça parce que, comparé aux versions qui existaient il y a 1 an et demi, la version actuelle est clairement beaucoup plus puissante. On peut simplement lui envoyer des images ou des sons et puis elle va comprendre avec des très gros guillemets autour ce qu'on lui a donné et on va pouvoir interagir avec, enfin lui demander de l'information sur ses images, sur ses sons, etc. Alors qu'avant c'était purement textuel. Ça marche spécialement bien pour la démo et ça marche pas forcément dans le monde réel, mais la démo qu'ils en font est assez impressionnante avec, ils filment une équation simple qui est écrite sur du papier et ils demandent à l'IA de résoudre l'équation en plusieurs étapes pour guider en fait la personne, qui va écrire, les lignes les unes après les autres. L'IA, elle, voit ce qu'il y a sur l'image, elle comprend Mm. l'équation et elle fait les étapes de résolution. Ça marche bien dans ce cas-là parce qu'ils ont bien prévu le truc et ils ont certainement optimisé un tout petit peu le modèle ou en tout cas choisi les questions à lui poser pour la démo, hein. Mais c'est vrai que maintenant un truc comme ChatGPT fait plus que juste du texte, il y a de la détection d'images, de la compréhension, donc ça c'est des avancées qui sont effectivement énormes.
La dernière fois, on parlait surtout de génération d'images. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur la génération de vidéos maintenant aussi. L'un des gros problèmes qu'il y avait à l'époque où on avait enregistré notre épisode, c'était le problème de la continuité. Il n'y avait pas vraiment de modèle d'intelligence artificielle où on pouvait lui dire, il y a ce personnage qui évolue dans une scène, il n'y a que le personnage qui bouge au milieu, donc il n'y a que le personnage qui change, normalement. La pièce elle-même, elle n'est pas censée changer. À l'époque, c'était pas possible. L'IA, en fait, recréer la pièce en continu, etc. Donc, ça faisait des vidéos qui étaient assez sympas au début, quand les premières sont sorties, et puis après, elles se ressemblaient toutes. Mais maintenant, il y a eu un travail assez impressionnant sur cette capacité de conserver la continuité. Et il y a des vidéos qui sont sorties qui montrent que c'est un problème quasiment résolu. Il y a toujours un peu des petits bugs de temps à autre, mais selon le contexte, selon ce qui est en train de bouger dans la scène, il faut vraiment regarder dans le détail pour se demander est-ce que ça a été filmé. La démo de Sora, je crois ça s'appelle, qui était la plus impressionnante là, où effectivement, sans faire trop attention, on remarque pas forcément que ça a été généré par IA. Ce problème de la continuité, c'était aussi quelque chose qui était présent pour les gens qui voulaient faire des comics avec les IA. Ça aussi le résout pour ça, où là, cette plateforme, on peut tout générer de A à Z. On va commencer par générer des personnages indépendants, et puis ensuite, une fois qu'on est content avec ces personnages, on va simplement dire à l'AI, voilà, ça c'est les personnages principaux, donc eux, ils doivent être constants. Elle va ensuite pouvoir générer les cases selon, je crois qu'on peut uploader un storyboard ou quelque chose de genre, je sais plus exactement. Pour servir de matériau de base pour que l'IA génère après les trucs suivant ses instructions. Il y avait déjà des choses autour de la musique quand on avait enregistré, mais c'est pareil, c'était assez embryonnaire. Ouais. Et maintenant, il y a carrément un outil qui s'appelle Suno. On lui donne 2 phrases qui décrit la chanson qu'on veut et il génère une chanson avec des paroles. Ça m'a vraiment bluffé parce qu'il génère une chanson qui est crédible. La chanson, elle est tout à fait convaincante. Et c'est fou qu'à partir de 2 lignes de texte, il te génère une musique qui fonctionne, mais aussi des paroles, parce qu'il va les générer tout seul, les paroles. Et en plus, il les chante. Et ça, enfin... Quoi? Comment? Il y a la musique qui est composée qui marche, la chanson qui est composée qui marche. Ça se fait en plus en 2 minutes. Ouais, c'est assez rapide. Pour moi, ça a été le truc le plus surprenant ces derniers temps. Sur Suno, j'ai fait des essais, moi, où j'ai généré du rock français un peu à la Louise Attaque, dans ce style-là. Et c'était très, très impressionnant. Vraiment des chansons, quelque chose qu'on peut tomber dessus sur Spotify et puis on peut se dire ça doit sûrement exister. C'est peut-être pas la meilleure piste de rock français qui ait jamais existé, mais ça passe très bien et on n'a pas forcément cette sensation de dire ça c'est pas un humain qui le fait. Sur la génération audio aussi, ce que j'ai vu, c'est des plugins pour de la création musicale qui permettent à des gens comme moi qui ne sais pas chanter, par exemple. Donc je pourrais chantonner un truc, après le plugin va alors corriger automatiquement les hauteurs de notes de ma voix. Bon, ça c'est du vocodeur, on a déjà ça depuis longtemps, mais ça le fait de manière beaucoup plus crédible parce que ça régénère ma propre voix. Mais après, je peux aussi dire que en fait, il faut pas utiliser ma voix, mais il faut utiliser la voix d'une voix synthétique qui est générée sur la voix d'une personne qui sait vraiment chanter. Et le résultat est super convaincant. Mais ça permet aussi d'utiliser la voix d'artistes connus, par exemple. Il y a eu le cas de, sauf erreur, c'est un film sur Edith Piaf. On entend Edith Piaf qui va narrer sa bio, mais elle pourrait rechanter des chansons originales comme si c'était vraiment elle. Là, ça a été fait assez bien dans le sens où il y a eu des demandes d'autorisation des ayants droit, de la famille, etc., qui ont donné leur accord. Mais ça veut aussi dire que entraîner une IA sur les extraits de voix de chanteurs ou chanteuses connus et hop, on recrée des chansons soi-disant de cette personne-là. Ouais. Ce qui était d'ailleurs un des sujets de protestation. Là. Il y a eu des manifestations et des grèves de l'industrie cinématographique, mais aussi de l'industrie musicale aux US, pour justement demander un encadrement légal là-dessus. J'avais entendu que certains acteurs avaient déjà des clauses dans leur contrat qui interdisaient d'utiliser leur image ou leur voix si eux n'étaient pas présents, vraiment orientés pour dire vous n'avez pas le droit de régénérer l'image ou de générer cette personne en 3D et de la faire jouer dans une scène, etc. On va prendre un acteur qui va juste être la doublure corporelle, disons, et après l'IA, on dit change ce visage pour mettre le visage de tel acteur connu. On arrive à le faire alors de manière triviale et ça marche bien maintenant. En plus, on change la voix et on n'a pas besoin de payer des millions
Et j'avais vu une démo de quelque chose de similaire où l'idée c'est de modifier les dialogues et les mouvements du visage des acteurs a posteriori pour créer des versions moins de 13 ans, plus de 13 ans des films en gros. Ouais, pour le langage par exemple. Là, la démo en question, c'était la scène enregistrée, l'acteur il disait il générait une version où tu la voyais qui était énervé, mais qui faisait et puis ensuite une version où il changeait le mot et ils avaient généré comme ça 5 versions différentes où quand le mot changeait, évidemment les expressions du visage étaient adaptées pour fonctionner avec le nouveau mot. Parmi les réactions d'acteurs, ça a été vérifié dans vos contrats que Vous avez le droit de faire ça, quoi. Une évolution dans ce sens-là aussi que j'ai vu, l'enregistrement d'un podcast en vidéo, dans une langue, en anglais par exemple. Mais après, il y a traduction automatique en français, reproduction de la voix à partir de cette traduction. Donc la personne qui parlait en anglais, maintenant le parle en français, avec sa propre voix. Hein. Et adapter la vidéo pour que le mouvement des lèvres corresponde. Ce qui veut dire qu'une personne pourrait faire une présentation dans sa langue maternelle, automatiquement on pourrait avoir des versions dans plein de langues différentes pour faire comme si c'était des versions natives à chaque fois. Ça crée des usages là qui sont potentiellement intéressants. C'est peut-être un peu le problème qu'il y a maintenant. Peut-être une bulle qui est en train d'exploser parce que les investisseurs, ils aimeraient bien retrouver leurs billes. Ouais. Pour l'instant, tout est plus ou moins gratuit. Soit c'est vraiment pas cher, soit c'est effectivement entièrement gratuit. Mais maintenant, il faut vendre ça parce que ça coûte extrêmement cher de faire fonctionner les serveurs qui font générer toutes ces IA. C'est pour ça aussi que tout le monde essaye de refourguer de l'IA partout pour créer un produit autour de cette génération de texte, cette génération d'images, voilà. On essaye d'en mettre partout, on réfléchira aux usages plus tard, et puis on verra bien ce qui prend et ce qui prend pas. Il y a une nouvelle technologie, il faut qu'on la mette absolument partout parce que comme ça, on fait de la pub aux investisseurs et on récupère de l'argent, mais il n'y a pas d'usage bien clairement défini. On utilise Notion, nous, pour gérer un peu nos notes de podcast et ce type de choses. Et Notion, il y a une IA qui a été ajoutée. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée dans Notion. Moi non plus, parce que je vois pas ce que je ferais avec. Les seuls usages que moi j'en avais vu, c'était des gens qui travaillaient justement avec des équipes internationales et qui voulaient faire des traductions de contenu. Ils faisaient une première traduction automatique avec l'IA et ensuite la personne qui parlait la langue en question, elle faisait une passe derrière pour regarder, potentiellement changer quelques éléments, réarranger des phrases, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est presque un peu le seul usage valide de la traduction, enfin dans le contexte de Notion, quoi. Parce que je sais pas, Notion, c'est une base de données personnelle. Au final, si tu génères de l'information via une IA, c'est pas ton propre contenu que tu es en train de mettre. Donc, quel est l'intérêt final pour toi? Je sais pas trop. Dans les usages qui sont un peu promus, on va prendre le PV de la réunion et puis on pourrait après demander à l'IA, ressors-moi les 5 points les plus importants ou crée-moi une liste des tâches par rapport à ce qui a été dit dans la réunion. Là, je vois des usages qui sont peut-être possibles. Maintenant, personnellement, j'ai jamais eu à expérimenter avec ça, donc je sais pas non plus la qualité, à quel point tu peux vraiment encore lui faire confiance. Il y a des IA qui sont mis absolument partout et pas grand monde les utilise. ChatGPT, c'est une technologie, mais il n'y a pas vraiment de produit. On ne sait pas trop quoi faire avec, qu'est-ce qui marche, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils essayent tous de en mettre le plus possible à tous les endroits possibles, parce qu'il y a peut-être un endroit où, ah si, tiens, là, c'est un produit. Les promesses aussi autour de ce qui était possible ont bien réduit. Il y a un an, on promettait monts et merveilles, etc. Et maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Ils ont commencé à réaliser qu'il n'y a eu que des améliorations très rapides, etc. Mais on a l'air de commencer à atteindre un point de ralentissement sur l'innovation autour de tout ça. À la fois un ralentissement des innovations, à la fois le public qui a l'air de pas être super intéressé. Je vois pas vraiment ce qui reviendrait de manière suffisante pour rentabiliser un gouffre à pognon comme ChatGPT, en fait. J'ai un peu essayé de l'utiliser ces dernières années pour plusieurs tâches, à la fois pour le développement, à la fois pour écrire des emails à ma place ou ce genre de choses. Quelle que soit la tâche que je lui donne à faire, j'ai l'impression de passer plus de temps à babysitter l'IA, à devoir constamment corriger ce qui a été fait pour la rediriger vers ce que je veux au final, quoi. Et j'ai pas l'impression de gagner du temps. Le cas d'usage qui m'a été utile et qui je trouve est le plus valide, c'est plus quand on a des questions un peu ouvertes d'exploration. J'avais un problème, il avait
des algorithmes existants pour le résoudre et je ne connaissais pas le nom de cette catégorie d'algorithmes. Donc j'ai décrit le problème que j'avais et je lui ai dit file-moi 5 algorithmes qui permettent de résoudre ce problème. Et puis du coup, grâce à ça, j'ai trouvé l'information que je cherchais. Sachant là que tu parles aussi de programmation. Hein. Ouais. Si tu avais fait des recherches exploratoires en histoire, par exemple, tu peux pas avoir la garantie qu'il est pas en train de te raconter n'importe quoi. L'autre problème, c'est que ces IA sont pas intelligentes. Il y avait un papier scientifique qui appelait ça des perroquets stochastiques. Ça répète les choses qui sont le plus probables par rapport à ce qu'on a donné en entrée. C'est pareil pour les générations d'images. En fait, ça produit ce qui est le plus probable par rapport à ce qui a été donné en entrée, avec de l'aléatoire pour que ce soit pas toujours la même chose, mais c'est vraiment de la pure probabilité, c'est tout. C'est pour ça que dans les premiers trucs de génération d'IA, il y avait souvent des problèmes avec les mains où on voyait qu'elles avaient trop de doigts. Parce qu'en termes de probabilité, qu'est-ce qu'on a à côté d'un doigt ? C'est un autre doigt. C'était normal qu'il y en ait encore un. Il n'y avait pas une notion de compter pour être sûr qu'il n'y en ait pas trop. Elle voit pas l'image qu'elle génère. La seule chose que l'IA sait, c'est il y a un pixel, nous, ce qu'on va appeler couleur chair. Qu'est-ce qui est le plus probable à côté d'un pixel de couleur chair ? Un autre pixel de couleur chair. Le fait qu'on appelle ça des intelligences artificielles, c'est problématique quand on essaie de comprendre comment elles marchent, parce qu'il n'y a pas d'intelligence. C'est des purs systèmes probabilistiques. S'il y a ça en entrée, le plus probable en sortie, c'est ça. Et c'est ce qui pose un peu des problèmes sur des agents conversationnels automatiques avec l'IA derrière, pour lui poser des questions en essayant d'avoir des réponses, parce que les prémices ne sont pas forcément mis en doute. Exemple tout à fait parlant, il y a eu donc l'introduction de l'IA de Google dans le moteur de recherche, qui devient maintenant moteur conversationnel. On peut lui poser une question, combien faudrait-il manger de cailloux par jour ? Quelle est la dose recommandée ? La réponse c'est oui, alors l'OMS recommande de manger 2 cailloux par jour parce que ça apporte des minéraux et des oligo-éléments, voilà. Pas de remise en question du fait que manger des cailloux, ça ne sert à rien et ça marche pas. On me dit qu'il faut manger des cailloux, donc je vais répondre là-dessus. Il y a la probabilité de, ok, il y a des cailloux, donc il y a des minéraux. On me demande quelle est la recommandation pour en manger. On va prendre une quantité, on va parler de l'OMS parce qu'il y a des recommandations de nourriture, et ça vient de là, voilà. Toute la réponse est complètement à côté, c'est complètement stupide. L'IA recommande de manger des cailloux, quoi. Même problème avec comment il faut faire pour que le fromage se barre pas de la pizza. Et la réponse, c'est pour que ça se barre pas, il faut que ça tienne. Donc, il faut mettre de la colle. Et il n'y a pas du tout de notion de la colle, ça se mange pas. La réponse est la plus probable, mais elle remet pas en question le problème. Comme ces IA comme ça peuvent raconter un petit peu n'importe quoi, c'est assez difficile de pouvoir commercialiser le produit. C'est toi qui avais trouvé l'histoire des billets d'avion, où en fait, l'idée, c'était qu'une boîte d'intelligence artificielle vende un agent conversationnel à une compagnie aérienne qui puisse servir de support, mais problème après derrière. Quelqu'un avait un problème avec son billet d'avion. Sur le site, il y a un truc de chat, et puis la réponse qu'on lui donne, c'est que vous pouvez quand même prendre l'avion, tel avion, avec ce billet, et puis ce sera géré, quoi. La personne fait ça, sauf qu'elle se fait refourguer, évidemment, parce qu'elle n'a pas le droit. Ça a été pris en charge par la justice dans ce cas-là, et le résultat, c'était que l'entreprise était responsable de ce que disait son AI qu'elle avait mis dans le chat. Donc si l'AI dit « oui, c'est bon, tu peux prendre l'avion avec ça », le client, il n'a pas assumé qu'on lui donne une fausse information et qu'il faut qu'il aille chercher de nouveau l'information. C'est à l'entreprise de s'assurer qu'elle donne les bonnes informations. En plus, là, il n'a pas trouvé l'information via un moteur de recherche qui aurait pu lui donner quelque chose. Là. Il était sur la page du support de la compagnie. Donc, Bizarrement, le chatbot s'est fait retirer immédiatement du site. Ouais. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que je ne supporte pas ces AI qui filtrent les problèmes. Ça m'a jamais été utile et ça m'a juste fait perdre du temps. Alors que si j'avais envoyé un email à un humain, j'aurais perdu moins de temps. Quand tu poses des questions à un moteur de recherche pour te donner une réponse qui serait fausse, ça c'est un problème. L'histoire de ces billets d'avion du support qui dit n'importe quoi, c'est un autre problème. Maintenant, il y a de la fraude scientifique aussi qui pose des soucis à cause des IA. C'est en fait assez facile de générer du texte scientifique qui soit en plus convaincant. Comme les IA, elles ont été beaucoup entraînées là-dessus, elles savent bien recracher un truc qui ressemble à un autre article scientifique. Ouais. Publier des articles un petit peu à l'appel
parce que tu en as besoin peut-être pour enrichir ton CV, pour dire regardez, j'ai publié 25 articles, super. C'est facile à faire. Si tu publies ça sur des revues qui sont pas trop regardantes, c'est facile à te faire publier aussi. C'est un problème parce que on fournit à la science des choses qui sont complètement fausses. Là, j'ai un cas extrême de rat DCK où il y a eu de la génération d'images qui va avec. Ça parle d'un pénis de rat. C'est évident quand tu vois l'image, du premier coup d'œil, tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Ça a quand même été publié. Ça pointe plus là un problème de relecture qu'un problème de génération. Mais le vrai souci, c'est que s'il n'y avait pas eu l'image là, ça aurait peut-être pas été si évident que c'était pipoté. Combien d'articles maintenant sont générés comme ça et racontent n'importe quoi? L'écriture d'articles scientifiques, ça avait été même un argument marketing pour la première AI de Meta, je crois. Elle avait écrit son propre papier. Le papier qui décrivait son fonctionnement, il avait été écrit avec l'AI. À la fois, il y a un côté, oui, écrire un draft qui sera retravaillé, précisé, etc. Ça a peut-être du sens d'aider autour de ça. Mais en même temps, ça ouvre complètement la porte à ce que tu décrivais avant, des articles qui sont pipotés de A à Z. Et vu le fonctionnement général du système de peer review, etc., à notre époque, clairement, il doit y avoir énormément d'articles complètement pipotés qui sont publiés. Le système de peer review de nos jours, il a plein de problèmes. Pour les gens qui ne connaissent pas le principe de publication scientifique, ce qui devrait se passer normalement dans un monde idéal, c'est qu'on écrit un article scientifique, on va le soumettre à une revue et il sera relu par d'autres scientifiques de notre domaine pour vérifier qu'on ne raconte pas n'importe quoi, en gros. Des fois, la relecture, elle peut ne pas être faite. Il y a des revues qui ne font pas de revues ou qui disent qu'ils en font, mais en fait, les personnes qui relisent les articles ne les relisent pas vraiment. Ce qui n'est pas le cas de toutes les revues, hein, heureusement. Il y a des trucs qui sont très sérieux. La plupart des revues sont au final des organismes privés, souvent. Et l'un des problèmes, c'est entre autres que la peer review, c'est un peu assumer que c'est normal d'en faire et c'est pas payé. Là, on parlait de la fraude scientifique qui était clairement faite exprès. Mais il y a peut-être du pas fait exprès. C'est-à-dire qu'un des grâles de la recherche scientifique, c'est un peu les méta-analyses qui compilent des résultats d'autres études. L'IA pourrait être assez bonne pour faire ça, parce qu'on va alimenter un modèle avec je sais pas, 150 études sur un sujet donné, puis après on va lui demander de faire un résumé et de comparer tout ça, et voilà. Super, ça pourrait être utile. Sauf que si en fait elle se plante complètement, parce qu'on parle que de probabilité statistique de mots et pas de réelle intelligence, tout a l'air d'être convaincant, mais n'a pas forcément été revérifié derrière, et c'est là qu'on a un problème, quoi. Alors qu'on aurait peut-être de la bonne volonté en plus, hein. Là, c'est même pas essayer de frauder pour se faire plus d'articles et d'être malveillant, mais même avec de la bonne volonté, voilà, on peut, comme ça, peut-être se pourrir. Et dans quelle mesure ça va pas aussi contribuer à ruiner les IA? Parce que si on va réentraîner sur du contenu qui a été complètement faux, parce que généré par des IA précédentes, on sort plus de cette boucle-là, en fait. Pour cette génération d'IA, en tout cas, ça a l'air d'être un vrai problème. Peut-être le jour où on aura quelque chose de vraiment intelligent et pas juste purement statistique, ce sera moins un problème, mais il y a des chances que le puits soit déjà empoisonné pour cette génération d'IA. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, par exemple sur la séparation du web, où il y a ce web commercial, mais qui est maintenant énormément aussi généré par des IA. Pour faire de l'optimisation pour les moteurs de recherche ou ramener du clic aussi, il faut faire énormément de contenu généré très vite. Tout a été généré par IA pour générer des quantités de texte rapidement. Mais alors la qualité est mauvaise, ou alors c'est creux, ou alors c'est faux. Et si on va entraîner d'autres IA à partir de ces données-là derrière, les IA suivantes seront mal entraînées, quoi. Et en plus, ça nous a ruiné le web entre deux. Ça n'a pas amélioré l'état des choses en tout ce qui est optimisation de recherche, qui était déjà... quasiment déjà à une échelle industrielle, je trouvais, dans le sens les sites complets qui sont écrits juste pour qu'on aille cliquer dessus et qui servent que à montrer de la pub en fait et à gagner de l'argent comme ça. C'était déjà un problème avant, mais maintenant c'est vrai que on en voit de plus en plus, je trouve. Ça m'arrive de faire une recherche et de tomber sur un truc qui a aucun sens, vraiment ni queue ni tête, quoi. On a l'impression que c'est juste des mots-clés mis les uns à la suite des autres. Ça n'aide pas, je trouve, à trouver un vrai cas d'usage. Toi, en tant qu'utilisateur, ce que tu vois, c'est que tous les sites autour de toi deviennent de plus en plus nuls. Donc, à quel moment, toi, tu as envie de faire la même chose? Il y a des vrais cas d'usage valides, mais peut-être pas pour le consommateur lambda. Dans la recherche, j'en vois en tout cas, parce qu'il y a plein de catégories de problèmes où les IA sont meilleures que nous.
et sont meilleurs que des algorithmes qui soient pas des algorithmes basés sur les logiques d'intelligence artificielle, Mhm. comparé aux problématiques de plus de recherche, où là, tu sais pas ce que tu cherches, donc tu peux pas savoir si elle a raison ou pas, et si elle est en train d'halluciner ou pas. J'ai aussi l'impression qu'on a perdu les réseaux sociaux, en tout cas en termes de qualité, parce qu'on a énormément de contenus nuls en termes de textes qui sont générés automatiquement pour des fois des raisons géopolitiques, de propagande ou de déstabilisation, ou après simplement pour des entre guillemets camps idéologiques, on va dire ça comme ça, qui veulent promouvoir leurs idées. Il y a de la génération de textes, les commentaires générés automatiquement, des fois on peut un peu les remarquer ou pas, voilà. Mais plus inquiétant, il y a le côté deepfakes, où on va pouvoir créer des personnalités complètement artificielles qui vont avoir des discours qu'on va promouvoir aussi avec de la génération vidéo, de la génération de voix, voilà. Mais on peut aussi faire dire à des personnalités des choses qu'elles n'ont pas dites, Mm. ou les mettre dans des situations compromettantes. Je prends l'exemple, là, il y avait des deepfakes de Taylor Swift qui ont servi à alimenter une théorie du complot. On fait dire à Taylor Swift des trucs qui fonctionnent par rapport à cette théorie-là. Donc c'est bien la preuve qu'on avait raison. Ça prend 10 fois plus d'énergie de démentir quelque chose que de toute façon les gens vont pas aller voir. Quel est le risque par rapport à ça C'est de nouveau une technologie qui, au final, fait souffrir la même catégorie de personnes, puisque les deepfakes, ça a aussi énormément servi à faire des fausses, d'abord images, mais maintenant vidéos pornographiques. C'est principalement les femmes qui subissent ça. Taylor Swift aussi, il me semble, il y avait eu des trucs autour du porno, qu'il y avait eu des images qui avaient été complètement générées. Pour la décrédibiliser, hein, justement. Encore une fois, c'est un peu une technologie qu'on lâche dans la nature, dans un contexte social qui est pas ouf, de racisme aussi et ce type de choses. Avec ces IA qui génèrent des vidéos, qui génèrent des voix, ça va, à mon avis, à coup sûr, empirer pour les femmes, toutes les personnes qui subissent le racisme et ce type de choses. Il n'y a pas de manière technologique d'empêcher ça. Là, on rejoint un peu l'épisode qu'on avait fait sur le solutionnisme technologique. La seule solution pour ce genre de choses, c'est une vraie réflexion sociale et d'éducation, mais il n'y a rien d'autre en fait. On ne va pas pouvoir faire une AI qui sera pas raciste, qui générera pas de trucs qui feront de préjudice aux femmes, par exemple. Ça va pas être possible, pas avec ce type d'IA. Des fois, en plus, il y a une volonté affichée de le faire. Là, je pense à Grok, qui est l'IA que Elon Musk met en avant, pour lequel d'ailleurs il vient de récolter un financement assez hallucinant. Là. Il a levé 4 milliards de fonds, je crois. 4 milliards Comment il va rentabiliser ça? Je ne comprends pas. L'idée de Grok, c'est donc de s'entraîner principalement sur Twitter. Quand on voit maintenant la poubelle que c'est devenu parce qu'il n'y a plus de modération, les arguments annoncés par Elon Musk, c'est de dire que non, mais c'est de la liberté d'expression pure, sans filtre, sans censure, lui il appelle ça, mais en fait sans modération du coup. Les avis les plus extrêmes et des fois pénalement répréhensibles deviennent de plus en plus monnaie courante. Donc entraîner une IA là-dessus, ça va être horrible. Mais en plus, Twitter, il me semble que c'est aussi un nid à messages déjà générés par de l'IA pour faire de la désinformation, faire de la déstabilisation. Quels seront les immondices que va sortir une IA entraînée là-dessus, quoi. Quel intérêt, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement coûteux de toute façon d'entraîner une IA et de la maintenir en vie qu'il y a peu de chances que ça dure très longtemps dans le cas de Twitter. Donc ouais, j'ai bon espoir que ce soit l'une des choses qui fasse complètement vaciller Elon Musk définitivement. Mais en attendant, ça reste un problème pour des gens qui sont déjà peut-être un peu en faiblesse par rapport aux croyances sur la qualité d'informations vérifiées, qui du coup vont peut-être croire un petit peu n'importe quoi, mais s'auto-alimenter aussi dans leur pire délire, et y trouver des justifications, parce que si l'IA me l'a dit, c'est que quand même, ces informations, elles viennent bien de quelque part, donc on nous cache des choses. C'est du terreau pour du complotisme débridé, et pour après générer des tensions sociales. J'espère pas, hein, mais je suis pas très optimiste là-dessus, malheureusement. Quel effort il faut faire pour essayer de rattraper ça, et comment on peut éduquer aussi des gens à un esprit critique
Et même en ayant un esprit critique comme j'espère qu'on peut avoir nous deux, je sais pas combien de fois on a pu nous-mêmes tomber dans le panneau de trucs générés par l'IA parce que on peut pas faire l'effort de tout aller vérifier en fait. Oui, C'est pas possible. On n'a pas le temps et l'énergie pour faire ça. complètement. C'est forcément déjà arrivé sans qu'on se rende compte. Perspective future, on l'avait peut-être déjà fait à l'épisode d'avant et ça a certainement mal vieilli, on s'est certainement trompé, mais qu'est-ce qui va bien se passer avec ces IA? Moi, je pense que ce qui va bien se passer, c'est que la bulle des IA partout est en train d'exploser. Mm. Je suis assez convaincu de ça. Donc, ce qui va bien se passer, c'est qu'on va moins en voir. On va pas atteindre le rêve de ces entreprises, hein, pas forcément le rêve des autres gens, qui était de complètement remplacer certains métiers de A à Z par des IA. Je pense que ces IA-là ne peuvent pas faire ça. Mais je pense que ça va poser potentiellement problème, en tout cas dans la partie monde du travail. Je trouve que ces IA, c'est un peu des stagiaires, Puis des mauvais stagiaires en plus. en plus. Mais c'est un peu le niveau. C'est un peu dur de dire ça, faut pas le prendre mal, mais c'est juste que quand on débarque dans le monde du travail de manière générale, dans une nouvelle entreprise, et qu'on apprend un métier, et ce qui se passe, c'est la relation qui est en place, la relation qui en tout cas devrait être en place, parce qu'il y a d'autres problèmes autour de ça, c'est que le stagiaire, il est là pour apprendre, et donc il a quelqu'un qui est là pour lui donner constamment un retour sur ce qu'il est en train de faire pour qu'il s'améliore. Pour assurer aussi un niveau de qualité si par hasard le stagiaire y arrive pas, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci, mais Parce que c'est l'apprentissage, en fait, ça fait partie de ça. il y a un garde-fou derrière, quoi. Ouais. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, j'ai un peu l'impression que les IA, pour l'instant, c'est un peu ce niveau-là, en tout cas, parce qu'on doit constamment redonner un retour, modifier un peu ce qu'on vient de demander, etc., pour arriver au résultat qu'on veut. Et le problème, c'est que ça risque de remplacer ces rôles-là. Mhm. Or, une fois qu'on a remplacé les stagiaires, comment on trouve des nouveaux employés? Parce que pour devenir employé, il faut passer par stagiaire. On ne peut pas devenir un employé complètement formé si on n'a jamais fait une étape d'apprentissage de qu'est-ce que c'est que travailler d'une certaine manière. C'est pas tout à fait vrai non plus, hein. Je sais, moi j'ai eu des expériences de stage où au final c'était pas des stages. J'ai été un employé et puis au final on m'a pas appris grand-chose. J'ai appris plein de choses, mais j'avais pas l'impression d'être dans une relation d'apprentissage, quoi. Mm, mm. Le risque pour moi, c'est plus ça, c'est que ça devienne beaucoup plus compliqué pour des personnes principalement qui viendraient des métiers créatifs, d'écriture, d'image ou ce type de choses, de trouver ces premiers emplois qui sont nécessaires pour trouver les emplois suivants, en fait. On a besoin de stagiaires, par exemple, pour faire de la classification de documents, puis tu commences comme ça, mais du coup, ça te met en contact avec ces documents, tu gagnes de l'expérience, voilà, voilà, et après, tu as un pied dans la boîte. Mais si tout d'un coup, on n'a plus besoin de ça parce qu'on remplace ça par une IA, bah, effectivement, on est un petit peu embêté, quoi. Ouais. C'est un risque potentiel que je vois dans le futur, mais c'est pas sûr. On peut de toute façon pas prédire le futur, mais surtout par rapport à toutes ces histoires de copyright et choses comme ça, il y a aussi des questions autour de ça qui feraient que peut-être ça va freiner l'usage des intelligences artificielles au final, mais bon. Pour ma part, je pense que c'est inévitable qu'on se retrouve avec de l'IA partout. Puis à la limite, on en a déjà, mais on s'en rend pas compte. Ce que je pense par contre, c'est que le mythe de la grosse IA qui fait un peu tout, façon le chat GPT, j'ai de la peine à voir la viabilité de ça pour qu'il y ait un produit qui arrive à commercialement engranger assez de revenus pour payer ses coûts de fonctionnement. Mais des IA qui ont été entraînées, ben, je sais pas, sur de la génération d'images, et grâce à ça, en fait, tu peux faire dans un outil comme Photoshop, gommer tel défaut dessus et ça va me régénérer en fait ce que j'ai gommé correctement par rapport au contexte. Ça se fait déjà un petit peu, mais ce sera dopé à de l'IA là-dessus. Peut-être la même chose sur des trucs textuels. Ah, j'ai écrit un mail. S'il te plaît, IA, relis-le pour vérifier que je devais utiliser un ton formel. Est-ce que je me suis pas trompé? Qu'il y ait de l'aide à l'écriture là-dessus, tu vois. Ça, je veux bien qu'il y ait un petit agent là-dedans qui vienne t'aider. Voilà. Maintenant qu'il y a des choses qui fassent de la réponse à nos questions en permanence, ça, je vois pas comment ça peut marcher de manière efficace sans qu'il y ait des problèmes. Et j'espère que ça va soit disparaître, soit s'améliorer de manière significative pour nous donner des moyens de vérification faciles. Mais ça m'a pas l'air d'être parti dans cette direction, malheureusement. Ouais.
Et peut-être des petits agents IA très spécialisés pourraient dire moi, ce qui m'intéresse, c'est des news qui concernent ça, ça et ça. Trouve-moi les articles qui devraient m'intéresser, mais tu me donnes juste les liens vers les articles et j'irai les voir moi-même. Ça peut peut-être être un usage qui sera plus réaliste et utile qu'un fais-moi un résumé et en fait, il fait des faux résumés. Il y a un côté filtration de l'information de ce type de choses. Ça paraît être un cas viable aussi. Après, bon, on n'est jamais sûr qu'elle a bien filtré les choses et qu'elle n'a pas ignoré des choses qui seraient intéressantes. Mais techniquement, il faut des phases d'entraînement, idéalement, où pendant un certain temps, tu lui dis de faire ça et puis tu vérifies. Peut-être aussi des aides, des intelligences artificielles génératives pour des journalistes. Je vois bien, tu écris un papier qui est ton premier jet qui n'est pas génial. Et après, normalement, il y a de l'édition derrière qui est fait, une relecture pour dire, OK, là, on pourrait adapter un peu le vocabulaire, on pourrait adapter un peu le ton, voilà. Là-dedans, l'IA a des trucs à jouer sur un outil d'aide à l'écriture qui, effectivement, peut remplacer quelques métiers, ou en tout cas diminuer le nombre de places dont on a besoin. Une personne qui s'occupe de la relecture pourra relire 25 textes au lieu d'en relire que 3 par heure, j'en sais rien. C'est pas de l'écriture complète d'un article. Il y a un matériau de base qui a été créé par des humains quand même. Et ça, je pense qu'il y a des usages dans le futur qui peuvent être utiles là-dessus et qui me paraîtraient être mieux que de tout générer depuis zéro, quoi. Ouais. Pour terminer quand même cet épisode, il y a 2 points dont on n'a pas parlé. Principalement, tout ce qui est autour du copyright, il y a eu des choses qui ont un peu lieu et puis bon, on n'a pas eu le temps de couvrir ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez taper IA copyright sur Google dans la partie moteur de recherche, pas dans la partie génération. On avait déjà mentionné un peu ça dans l'épisode sur la génération des images et ça reste un sujet qui n'a pas vraiment été résolu. Pas tout à fait résolu, mais il y a plusieurs pays où il y a eu des jurisprudences, donc il y a des choses qui apparaissent. Donc ça va être intéressant. Et on n'a pas du tout parlé de toute la partie où est-ce que ces IA tournent et de l'impact écologique que ça a aussi, parce que ça a aussi un impact énorme de consommation d'énergie, de consommation d'eau pour les refroidissements et ce type de choses. Ça reste des problèmes qui sont encore présents et sur lesquels soit il n'y a pas de solution, soit il y a encore une grosse réflexion à faire pour essayer de trouver des solutions, quoi. Et puis bon, on espère que le futur des IA donnera des choses intéressantes et un peu meilleures que la situation actuelle. J'aimerais bien avoir des IA utiles, mais pour l'instant, je sais pas, pour l'instant, tous les essais que j'ai faits, j'ai perdu plus de temps à essayer qu'à en tirer un bénéfice, donc j'ai un peu abandonné. Ouais, tout le monde nous vend l'IA comme oh là là, ça va être la 3e révolution après la révolution de l'informatique individuelle, l'arrivée d'Internet et là, l'arrivée des IA. J'ai un peu de la peine à voir comment ça se concrétiserait vraiment sur le long terme et surtout de manière viable, encore une fois, hein. C'est Oui. un truc comme ChatGPT en tant que truc de recherche, je vois très bien que ça pourrait être une révolution. Mais comment on peut faire fonctionner ça sans que ce soit une pure perte? Je vois pas comment ça peut tourner encore même dans 5 ans, donc encore moins dans 10 ou 15, quoi. On verra. On n'a pas demandé à l'IA de nous générer un texte pour rappeler aux gens où est-ce qu'on peut nous retrouver, etc. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est ça. Est-ce que je peux demander à Maillot GPT de rappeler à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut nous retrouver? Principalement sur notre site, c'est là où il y a tous les liens. tâche-2-t.fm. Tâche au pluriel. Bah de là, on a toujours un compte Twitter, je crois. Techniquement, oui. Twitter, si vous voulez, si vous êtes encore sur cette plateforme. Sinon, il y a notre compte Mastodon aussi. On a une chaîne YouTube où il y a tous les épisodes. Si vous nous écoutez sur YouTube, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous, la cloche, tout le bordel. Et si vous nous écoutez ailleurs que YouTube, vous pouvez de toute façon toujours parler de l'épisode à quelqu'un que ça intéresserait. Et dans votre application, il y a sûrement quelque chose type favori, like, mettre des étoiles. Ça aide à être découvert, donc n'hésitez pas si ça vous a plu. Et puis on verra ce qu'on fera la prochaine fois. Merci de votre écoute et puis à la prochaine. Au prochain épisode.
Quand j'ai essayé un peu des IA sur mon ordi, donc les faire tourner directement sur mon ordi, il y a ce qu'on appelle la température. Moi, je le vois un peu comme de la fièvre. Plus c'est haut, plus elle délire.